Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser des initiatives pour construire une entreprise plus vertueuse, attentive à son impact social. Chaque semaine, vous découvrirez alternativement des interviews de leaders engagés et des clés d'action pour vous engager à votre tour. Je vous souhaite une bonne écoute. Ça y est, le podcast fait peau neuve pour lui aussi avoir plus d'impact. L'idée reste bien sûr de donner de l'écho aux initiatives vertueuses et de s'en inspirer au rythme d'une interview toutes les 2 semaines, le jeudi. À cela vient s'ajouter un format court nommé Pourquoi pas vous, qui a pour objectif de vous proposer des clés d'action pour vous engager à votre tour. Tout ça a pu voir le jour grâce à l'active collaboration de Lorraine Pagès de Ose Masterclass, que je remercie. Alors, prêt à faire émerger ensemble de nouveaux modèles en entreprise ? Plus justes et adaptés à notre époque ? C'est parti ! Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'interroger Claude Monnier. Claude est DRH de Sony Music, ou plutôt comme il se présente sur sa carte de visite, humain avant tout, et ça lui va bien. Claude a un point de vue riche, singulier et éclairant. Nous parlons de gestion de l'échec et d'estime de soi, du rôle de l'entreprise dans la répartition du travail et de la richesse, de la façon dont l'entreprise doit interroger son modèle et se préparer aux crises futures, pour œuvrer à une entreprise plus inclusive dans tous les sens du terme. Écoutons-le. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc Claude, vous êtes Chief People Officer chez Sony Music. On va parler de l'entreprise de demain, mais avant ça, j'aurais voulu parler un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, me parler de votre parcours, de qui vous êtes et des convictions qui vous animent ? Avec plaisir. Quelques années dans un groupe américain, donc la découverte du monde anglo-saxon sur la gestion des personnes, donc une entreprise totalement nouvelle technologie, avec à l'époque une forte culture commerciale. Ensuite, j'ai rejoint un groupe de cosmétiques français, un vrai changement de culture d'entreprise. Et là, j'étais plutôt sur des talents marketing. Et puis aujourd'hui, je travaille dans un groupe japonais, industrie culturelle et créative. Là, cette fois, ça n'est plus des talents commerciaux ni des talents marketing, c'est des talents artistiques. Et je découvre que dans la fonction RH, lorsque la communauté a comme ça quelque chose de très fort, de très structurant, ça nécessite de revoir ses habitudes et d'appréhender son quotidien différemment. Et cette culture japonaise, elle est pour moi encore une nouveauté, relativement éloignée des cultures françaises, avec une volonté très forte de s'assurer que les choses sont à leur place. Et je ne connais que très peu ce pays et cette culture, mais là où on avait laissé une culture française, pour moi, avec un espèce de désordre qui stimule la créativité, dans une culture japonaise, c'est plutôt l'inverse. C'est l'ordre stimule la créativité, soutient la créativité, supporte la créativité. Dans la fonction RH, il faut marcher sur cette ligne de crête entre une culture du groupe qui est japonaise et une entreprise française avec un corps social majoritairement français. Et là, parfois, c'est le choc des cultures. Lorsque vous faites une enquête de satisfaction dans un groupe japonais, il y a 100% de réponses. Quand vous faites une enquête de satisfaction dans une société française, vous avez 10% de réponses et c'est déjà ultra satisfaisant. Il faut que moi, j'explique au groupe japonais pourquoi il y a 90% d'écart sur le taux de réponse. Et après, ce qui les intéresse, c'est de savoir éventuellement quelle est la nature de la réponse. Mais ils veulent d'abord comprendre pourquoi 90% des gens en France n'ont pas répondu. Et là, c'est un exercice là aussi de style pour la fonction RH qui est intéressant. C'est d'appréhender ces différences culturelles et d'expliquer que derrière ça, il y a de la diversité et de la richesse et non pas forcément une opposition ou une non-adhésion à quelque chose. D'accord. Et vous êtes Chief People Officer depuis tout ce parcours. Enfin, vous étiez déjà dans les ressources humaines ? Oui, je peux regarder aujourd'hui en arrière. J'ai commencé à travailler dans un poste de recrutement, dans un cabinet, consultant. Et ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais des ressources humaines. Et sans vouloir exagérer le jeu de mots, je fais de moins en moins des ressources humaines pour faire de plus en plus des sciences humaines. Donc je suis rentré dans cette fonction par le biais du recrutement. Ensuite, il y a une entreprise qui m'a apporté la capacité à gérer énormément de croissance, ce groupe américain. Rejoindre une entreprise industrielle et marketing, ce groupe cosmétique, là c'était l'apprentissage de process, de procédures, un groupe de plus de 80 000 personnes à l'époque. Donc, une appréhension des volumes, des espaces et de la taille d'un corps social complètement différent, avec un enjeu fort de dialogue social.
Et aujourd'hui, dans ces industries culturelles et créatives, j'ai énormément désappris ce que j'ai fait avant. Et je m'aperçois que les ressources humaines ont leurs limites. Les gens qui sont dans le groupe Sony le sont par passion. Les rémunérations sont souvent inférieures à ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs d'activité. Et que les ressources humaines sont confrontées à des limites assez rapidement sur la gestion des ressources humaines. Et il y a un plus fort engagement sur les sciences humaines. Grosso modo, pour simplifier, le rôle d'une maison de disques, c'est de détecter des talents et de permettre la rencontre entre ces talents et leur public. Je fais à peu près la même chose avec les talents internes. C'est-à-dire que moi, j'essaye de détecter les talents, de les développer avec beaucoup d'humilité et de m'assurer que ces talents-là vont rencontrer leur public en interne. C'est-à-dire que chacun va avoir une audience à la hauteur de ce qu'il fait, une reconnaissance à la hauteur de ses compétences et de performances, que chacune va être reconnue, quelles que soient ses caractéristiques subjectives. Donc un énorme travail sur l'inclusion, un énorme travail sur la diversité, et aussi un énorme travail sur la gestion de l'échec. Quand vous sortez à peu près 500 albums par an, il y en a un certain pourcentage qui rencontre son public et qui économiquement est un succès. Mais il y a beaucoup plus de projets artistiques dans le monde musical qui ne rencontrent pas le succès économique et parfois même pas le succès du public. Donc vous avez, pour la première fois en tant que RH, un groupe, un collectif qui travaille plus longtemps sur des choses qui ne vont, entre guillemets, pas marcher que sur des choses qui vont marcher. Alors là où il y a plein de secteurs où l'échec est quelque chose qu'on essaye de réduire, bannir, mesurer et dire on ne refera pas la même l'année d'après, dans la musique c'est un peu l'inverse. C'est que c'est au travers de ce volume d'échecs qu'on arrive à parfois avoir des succès. Ça ressemble un peu à une approche recherche et développement dans le monde médical. Je connais très peu ce monde, mais et on sait que parfois on a trouvé des molécules, on a trouvé des vaccins, on a trouvé des choses uniquement un peu par essai-erreur ou un peu par hasard, etc. Le fameux travail de chercheurs, la pénicilline, etc., etc. La musique, ça pourrait être une forme d'analogie. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Parfois quelque chose marche. C'est comme dans les sciences humaines, c'est pas les sciences exactes. Ah d'accord, donc en fait, voilà, vous êtes plus dans l'action. L'idée, c'est qu'il faut agir, il faut produire, il faut sortir, il faut détecter, il faut y aller, il faut tester. Et c'est avec ça qu'on va marcher, quoi. Oui, et il faut psychologiquement accompagner le groupe et chaque individu, parce que si on voulait faire un parallèle avec notre éducation, on est plus formé à l'école à apprendre des choses, à acquérir des savoirs académiques, et on part avec une note de 20, quand on fait des erreurs, ça descend. Là, dans la musique, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que on fait plein d'erreurs et puis de temps en temps, entre guillemets, on a quelque chose qui fonctionne. Et donc ça nécessite un accompagnement psychologique parce que c'est une vraie rupture par rapport à ce qu'on a appris dans notre enfance ou à l'école. Est-ce que ça a des choses à nous apprendre à nous autres? Énormément. Moi, je pense que c'est la séquence professionnelle qui a le plus pénétré dans ma vie personnelle. Le droit à l'erreur, quelque chose qui pourrait se traduire par une phrase qui est échoue, échoue encore et échoue mieux. J'ai rien inventé, hein, ça vient de l'oratoire. Et là, je m'aperçois que dans la vie de tous les jours, c'est très appréciable. La notion de performance absolue et le culte du premier, j'ai pris énormément de distance par rapport à ça. La notion de échoue mieux ou échoue encore, et pour autant, ce ne sera pas au détriment de la reconnaissance que tu vas recevoir. Ça m'intéresse beaucoup. Un énorme travail de réflexion sur l'estime de soi. Ouais, c'est clair. Et l'estime de soi, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, on sait qu'elle peut être maltraitée. Si aujourd'hui vous regardez la place qu'a pris l'identité professionnelle dans notre société, preuve en est, les gens qui n'ont pas de boulot, c'est compliqué. Et puis souvent, vous allez dans un dîner en dehors de votre vie professionnelle, un samedi soir. En général, la première ou la deuxième question qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc ça veut dire qu'on se définit beaucoup, en tout cas dans notre société, par cette notion d'identité professionnelle. C'est devenu presque la vitrine, l'élément le plus structurant. Moi, je crois que là, il y a des risques en termes d'estime de soi, parce qu'on a tous des temps faibles dans notre vie professionnelle. Soit on est en poste, mais ça marche pas. Soit on n'a pas de boulot. Pour autant, on reste un individu plein de qualités, savoir-faire, savoir-être. Et que l'estime de soi doit être mise au centre de la fonction RH ou de ses préoccupations. Et c'est ce que m'a appris l'industrie culturelle et créative. Un artiste peut avoir du succès pendant 10 ans, faire un album qui est un échec total. On pense que c'est terminé et redevenir une star absolue. Je citerai pas de groupe, mais il y a un groupe français qui est en plein succès actuellement avec ses best-of. Énorme succès, un passage à vide, une traversée du désert, retour au succès. C'est ce qu'on vit dans la vie. Ah, c'est extrêmement intéressant. Du coup, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement, vous dites que vous reconnaissez malgré tout, donc vous reconnaissez le nombre de projets sortis, On s'intéresse beaucoup au partage de l'échec. Donc, on essaye de permettre à l'individu et au collectif, lorsqu'il est confronté à un échec, de ne pas être tenté de l'enfermer dans une boîte et de se dire, bon, je ne veux plus en parler. Mais un travail quasi inverse, c'est d'essayer de tirer une forme d'enseignement de ces échecs, des choses qui n'ont pas marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier d'expérientiel. On essaye de partager cette expérience du truc qui n'a pas marché
pour qu'éventuellement, le groupe puisse se dire, on a identifié les clés du non-succès de ce projet et que c'est probablement quelque chose qui peut nous faire gagner du temps ou gagner du raisonnement par rapport aux projets futurs qui vont arriver. Plutôt que raisonner à l'inverse, qui est de partager les succès comme si c'était le Graal absolu et de mettre une pression sur toutes et tous en disant voilà ce qu'il faut faire. En l'occurrence, c'est pas si simple, le voilà ce qu'il faut faire. On n'est pas tous armés de la même manière, on n'a pas toujours tous les mêmes moyens, c'est pas toujours les mêmes matériaux au départ pour réussir un projet. Et puis tout dépend pas de vous. Tout ne dépend pas d'un individu ou d'une fonction ou d'une personne, c'est l'importance du collectif. Et on sait aujourd'hui que dans la carrière des artistes, c'est du travail de groupe, même si après on ne voit qu'une personne souvent sur une scène. Autour, il y a énormément de monde. D'ailleurs, en coulisses, il y a tellement de monde que on est vraiment dans une approche systémique de la création artistique. Et ça, c'est essentiel dans une maison de disques où aujourd'hui, plus que jamais, il y a une paupérisation de la création artistique qui est incroyable. Il sort par semaine à peu près 40 000 tracks, 40 000 chansons, principalement sur les plateformes de streaming. Donc quand vous êtes un artiste, que vous débutez dans votre carrière, vous êtes confirmé et que vous vous dites cette semaine, au niveau mondial, des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de chansons vont sortir, être accessibles au public, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ma chanson, elle rencontre son public? Et là, ça aussi, c'est une sacrée leçon d'humilité pour les artistes. Et la leçon d'humilité pour les artistes, elle est aussi une leçon d'humilité pour les gens qui travaillent dans ce milieu. Ah, c'est clair. Et du coup, c'était passionnant. J'ai d'autres aussi questions à vous poser. On pourrait continuer sur ce sujet, mais je vais passer à la suite. Je voulais un petit peu avoir votre vision, là, de manière plus macro, sur le rôle de l'entreprise aujourd'hui dans l'évolution de la société. Alors, ce filtre est intéressant, d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, l'opinion publique s'accorde à dire que on attend autant de l'entreprise, quelque part, que du gouvernement, puisque le gouvernement ne pourra pas répondre à tout, pour faire évoluer notre société. On a vu d'ailleurs que les entreprises ont joué pour certaines des rôles bien spécifiques pendant toute la période qu'on a connue là, dans le confinement et liée à la Covid. Pardon. Quelle est votre opinion là-dessus? Comment est-ce que vous voyez ce rôle? Moi, ce rôle, il est lié à un enseignement ou une thématique ou un univers intellectuel que j'évoquais tout à l'heure, c'est les sciences humaines. Je voudrais faire un parallèle avec la tragédie grecque, unité de temps, de lieu et d'action. C'est quelque chose qui offre une opportunité à un groupe de personnes de partager un lieu, de partager un temps, et de partager une action. Pour développer ce raisonnement, je pense qu'il y a un rôle de l'entreprise sur l'estime de soi. Il y a un autre rôle de l'entreprise, c'est de pouvoir renforcer un sentiment d'utilité chez chacun. Et là, on pourrait faire le lien avec toute la littérature et toutes les conférences qui existent aujourd'hui sur la notion de sens du travail. Et il y a, de mon point de vue, un autre rôle majeur de l'entreprise, c'est de permettre au groupe et à l'individu de partager, de transmettre, de répartir. Je vais prendre quelques illustrations. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une répartition des richesses patrimoniales, culturelles, assez inégale. Si vous regardez au niveau géopolitique, au niveau social, le nombre de personnes qui détiennent 80, 85, 90% de la richesse mondiale, je crois que c'est quelques dizaines de personnes. Il me semblait, vision assez utopiste des choses, mais je me reconvainc de ça tous les matins, il me semblait que l'entreprise avait pour logique de produire de la richesse et de partager cette richesse. Or, je m'aperçois que cette richesse se concentre. J'espère que l'entreprise va se réinterroger sur ce modèle du partage et de la répartition. Je prends un autre exemple concret. Je crois qu'on est aux alentours de 800 000 à 1 million de personnes qui ont soit perdu leur emploi, soit vu leur précarité s'aggraver du fait de la crise. Plutôt que de nous interroger sur la productivité de chaque entreprise qui a passé cette crise, je souhaiterais qu'on s'interroge au sein de la fonction RH et au sein de la fonction politique sur la façon dont on va répartir plutôt que repartir. On s'interroge sur le redémarrage de la consommation, comment on va dépenser les 80 milliards d'épargne, est-ce qu'il faut travailler plus mais gagner moins, abolir les 35 heures, enlever des jours fériés, etc. Je ne suis pas sûr que les gens qui travaillent aient la possibilité de travailler plus pour certains, mais par contre je suis sûr que les gens qui ne travaillent pas, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, ont besoin de travailler. Et que plutôt que faire repartir le système qui est en place, il me semble plutôt intéressant de repousser ces frontières extérieures et de répartir cette notion de travail. Parce que ça répartira la reconnaissance, ça répartira, entre guillemets, les richesses, et que la précarité des uns fait la précarité des autres. Moi, aujourd'hui, dans l'univers dans lequel je travaille, ces 800 000 à 1 million de personnes sont
pour certains, des intermittents, des artistes, des gens qui étaient liés au monde de la créativité, des freelances, des prestataires, etc., etc. Tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de Sony Music ont quelqu'un concerné par ça dans leur entourage. Un père, une mère, un frère, une sœur, un colocataire, un cousin, un enfant, le meilleur ami, etc. Donc cette précarité issue de la crise, par capillarité, elle touche les personnes de la maison. Nous, on n'a pas eu recours au chômage partiel. Je vois bien qu'ils sont concernés directement par cette précarité. Donc le rôle de l'entreprise, pour moi, c'est répartir. Le rôle de l'entreprise, c'est aussi de transmettre, parce que là, il y a un enjeu intergénérationnel extrêmement fort. Et ne pas transmettre sur un temps court, à savoir qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine pour les 3-4 personnes dans telle ou telle équipe, c'est qu'on ait la capacité à se projeter sur des cycles plus longs. Qu'est-ce qu'on va faire pour la génération qui va rejoindre le monde du travail dans les 2-3 années à venir, de manière très pragmatique. Pensons aux mômes qui doivent faire des stages de 3e cette année en décembre. Ça va être compliqué. Pensons aux jeunes adultes qui ont eu leur bac et qui se disent qu'est-ce que je fais après, ou pensons à tous ceux qui ont eu un diplôme d'enseignement supérieur ou d'enseignement secondaire et qui sont rentrés dans la vie professionnelle, qui sont sur le marché du travail. C'est quand même un parcours du combattant cette fois-là, pour plein de raisons, des raisons certes conjoncturelles, mais structurellement, je pense que ça doit nous interroger sur 2 points. Ne pas se faire prendre par l'illusion de la fin de cette crise, elle est certainement pas terminée, et je pense qu'on doit aussi se mobiliser à préparer la prochaine, qu'elle soit écologique, économique, sociétale, politique, sanitaire, de je ne sais quel ordre. J'espère qu'on va s'y préparer un peu mieux qu'on s'était préparé à celle-ci, et que on ne doit pas le faire pour notre propre sécurité professionnelle ou économique. On doit le faire pour essayer d'améliorer les choses pour les générations qui arrivent. Gouverner, c'est prévoir. Je pense que c'est le rôle de l'entreprise. Donc l'entreprise a vraiment son rôle à jouer. Énorme. Et elle a un rôle à jouer au-delà du Code du travail, qui doit faire un peu plus de 6000 pages en France. C'est que je suis de plus en plus dubitatif sur cette relation unique et asymétrique liée au contrat de travail en France. J'ai une entreprise, j'ai un employeur, j'ai une employée, il y a un contrat de travail qui les lie, et la notion d'ajustement de cette place de marché, c'est le prix, la rémunération. Moi, je crois davantage à la valeur qu'au prix. Je crois à la valeur de ces échanges-là, qui peuvent s'inscrire dans une autre logique que la dimension contractuelle, et qui doivent être dans une logique, cette fois, de réciprocité des choses. Et que cette construction-là, l'entreprise, elle doit le faire avec des dispositifs et des modalités d'application bien différentes. L'importance des nouveaux statuts des travailleurs, la notion de on a fait un bout de chemin ensemble, on se sépare, peut-être qu'on se croisera une deuxième fois, etc., etc. Alors qu'en France, on bosse ensemble longtemps, on essaye de faire en sorte que ça dure, et puis quand on se quitte, parfois ou souvent mal, mais on retravaille rarement ensemble. Ça change, ça change. Et je pense que ça doit changer. Et ça réinterroge nos modèles juridiques. Mais du coup, vous voyez comment le modèle de l'entreprise de demain? C'est une entreprise plus ouverte, plus un collectif ouvert, qui n'est pas forcément lié d'ailleurs par un contrat de travail? Oui. Je sais pas. Oui, c'est exactement ça. C'est interroger le cadre juridique dans lequel on s'inscrit, en l'occurrence le droit social français, qui est contraint d'un côté par le droit du travail et contraint de l'autre par la jurisprudence. Je crois qu'il n'y a pas un RH aujourd'hui qui peut avancer sans avoir un avocat en droit social dans son réseau. Je crois que l'entreprise doit aussi réinventer la façon dont elle transmet les connaissances qu'elle a en son sein. Et je pense qu'elle doit aussi s'interroger sur la capacité dont elle est inclusive. Et l'inclusion au sens très large du terme. D'un point de vue générationnel, d'un point de vue diversité, d'un point de vue ethno-racial, d'un point de vue orientation sexuelle, d'un point de vue culturel. La problématique du clonage tel qu'on la connaît depuis des décennies en France, tel diplôme, tel niveau de rémunération et telle expérience dans le même secteur, je pense que ça, il faut le revisiter. Je crois que plus que jamais, que l'inclusion doit aussi interroger notre capacité à intégrer des gens très différents de ceux qui sont dans l'entreprise et les intégrer de manière très différente de la façon dont on a intégré auparavant. La phrase qui m'inquiète le plus aujourd'hui dans l'entreprise, c'est « on a toujours fait comme ça ». Ça, celle-ci, je pense qu'elle est à bannir. Mais il faut aussi permettre aux gens d'arriver à se projeter autrement, parce que tout à l'heure, vous parliez des intermittents, etc. Voilà, réintégrer, proposer, faire une proposition à ces gens-là, il faut aussi qu'on leur donne des clés pour se projeter dans un univers différent. Moi, j'ai autour de moi des gens qui sont de ce milieu, qui ont réintégré des organisations et pour qui j'ai le sentiment que ça reste un échec de leur talent artistique, etc. Alors que au final, c'est des gens que je vois artistes toujours. Donc je pense qu'il y a aussi comment est-ce qu'on aide ces gens-là, je prends cet exemple parce qu'on en a parlé, mais ça peut être des tas d'exemples, hein. Ça peut être nous demain, hein, je veux dire, voilà. Comment est-ce que l'entreprise au sens large avec un grand E nous aide
à nous projeter sur d'autres choses, quoi. Alors, je vais essayer d'y répondre avec le pourquoi et le comment. Le pourquoi, c'est que vous venez de le définir. Je pense que nous sommes des êtres multiples. Nous avons, et au cours de nos vies et à un instant T, plusieurs envies, plusieurs aspirations, plusieurs capacités à exprimer. La notion de formatage, la notion de je fais un métier très longtemps d'une seule manière, je pense qu'elle est un des risques majeurs pour le monde de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir permettre à chacun d'être en mesure de pouvoir exprimer la diversité de ses personnalités. Le comment, je pense que c'est le rôle de la fonction RH. Et on revient à la thématique que j'évoquais dès le départ, c'est un enjeu de sciences humaines. Ça n'est pas un enjeu de ressources humaines, mais un enjeu de sciences humaines. On est bien sur une approche aujourd'hui systémique de la société qui doit avoir recours à la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, l'éthologie, etc. Et quand on revient dans cette redéfinition par rapport à l'humanité, ou même en étant un peu démago au monde du vivant en général, ça réinterroge une autre relation qui est aujourd'hui, à mon avis, arrivée à un stade critique, c'est la relation à notre planète, à notre environnement, à la nature. Moi, la personne qui m'a le plus inspiré en termes de sciences humaines ces derniers temps, c'est la petite Greta. Parce que dans le courage, dans la prise de parole, dans la posture, dans la capacité à se confronter à un milieu relativement hostile pour elle, néanmoins, il y a de la cohérence, de la consistance, il y a une réflexion de fond qui est très long terme. Alors que moi, je m'inscrivais dans qu'est-ce que je vais gérer comme problème demain et éventuellement quel problème après-demain. Et elle fait des sciences humaines et je pense qu'elle est aujourd'hui une des plus grandes chercheuses en sciences humaines qu'on peut côtoyer. Pour un RH, c'est une vraie leçon. Et du coup, concrètement, est-ce qu'il y a des choses que vous testez, que vous mettez en place, que vous faites pour tout ça ? 2 choses. Il s'agit de travailler avec une approche de R&D, recherche et développement en RH. Donc, ça implique au quotidien de pouvoir communiquer avec ses partenaires sociaux, avec l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs du groupe et avec sa direction en disant, en fait, tu sais quoi, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Mais je pense qu'il faut qu'on se la pose, je pense qu'il faut qu'on explore plusieurs pistes et on est dans une logique de R&D appliquée. Alors qu'en RH, d'habitude, on avait plutôt tendance à vouloir avoir réponse à tout pour rassurer son entourage, mais se rassurer soi-même en disant « je maîtrise ». Or, en fait, dans cette fonction, il faut reconnaître qu'on maîtrise peu et qu'on devrait contrôler un peu moins. Le deuxième élément de réponse, la deuxième ouverture, le deuxième partage, c'est permettre aux gens de désapprendre, mais de manière très concrète. Et pour leur permettre de désapprendre, c'est faire autre chose que ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui directement pour l'entreprise. Un exemple précis, moi j'ai découvert pendant le confinement une plateforme qui s'appelle Vendredi, qui favorise le mécénat de compétences. Donc c'est une place de marché qui met en relation des associations qui ont besoin de temps et des salariés pour lesquels l'entreprise dit on est prêt à vous libérer du temps pour que vous puissiez donner du temps utile à ces associations-là. Ça s'appelle désapprendre. Et ça s'appelle retravailler son utilité sociétale, retravailler son estime de soi. Et que je pense que dans le rapport économique, là, il y a un investissement indirect qui est particulièrement efficace. Et du coup, vous permettez aux salariés de travailler pour Vendredi ? Oui, pendant la crise, on a mis en place cette plateforme de manière extrêmement réactive et on leur a dit qu'ils pouvaient prendre une demi-journée par semaine, qu'ils pouvaient accorder cette demi-journée par semaine pendant la crise à n'importe quelle association de leur choix qui était référencée sur la plateforme. Et on a fait ça pendant les 3 mois de crise. Ça a eu du succès ? Oui, pas assez, mais oui. Et là, ça continue ou pas ? Oui, on essaye effectivement de donner une temporalité plus longue à cette initiative, puisque la crise était à la fois une formidable opportunité et un énorme alibi, mais pour pas retomber dans le piège de on a toujours fait comme ça avant, là justement on se dit comment on pourrait continuer à faire cela puisqu'on l'a découvert pendant la crise. Et qu'on essaye de rendre plus accessible encore cette perspective de mécénat de compétences, en travaillant sur le temps qu'on pourrait accorder, la rémunération de ce temps, qu'on doit mettre au même niveau que si c'était du temps de travail effectif, et la façon dont la personne va repartager son retour d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a je donne, et qui donne reçoit. Donc une fois que je donne quelque chose, je vais recevoir l'attention de mon corps social puisque je vais partager mon retour d'expérience. Ça, c'est essentiel. Pouvoir raconter l'histoire. C'est l'opportunité que vous me donnez ce matin. Vous me tendez un micro, vous me donnez la possibilité de m'exprimer. En termes d'estime de soi, c'est très utile. Mais c'est aussi un parcours d'apprentissage. Expliquer les choses, c'est aussi comme ça qu'on les mentalise, qu'on les intellectualise, qu'on les apprend. Mais je pense que c'est important, c'est donner la capacité à chacun à s'exprimer et à partager ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Oui, puis je trouve que partager ce qu'il a fait, c'est faire avancer les autres. On apprend aussi beaucoup et on a envie
de répliquer, on voit des choses, on se dit tiens mais moi je vais essayer, pourquoi pas, etc. Ça peut être inspirant. Je suis absolument d'accord, ça peut être une vraie source d'inspiration. Je pense qu'on a beaucoup aussi besoin d'être inspiré et pas inspiré que par des rôles modèles inaccessibles. On a besoin d'être inspiré par du quotidien, par des gens comme nous, voilà. Donc c'est important aussi d'avoir ce travail, je pense, effectivement d'inspiration. C'est ce qui m'a énormément marqué sur les personnes qu'on a appelées les anonymes pendant la crise. Dans l'entreprise, des anonymes, il y en a plein. Il y a le comité de direction qu'on identifie. Il y a les gens qui parlent parfois un peu fort ou parfois tout le temps. Et puis, il y a une autre partie de la communauté qui sont les gens qui parlent peu, qui s'expriment peu. C'est souvent ceux qui devraient aujourd'hui être au centre de l'attention. D'abord, ceux qu'on entend moins, parfois, c'est ceux qui sont en souffrance. Donc, il faut savoir, en tant que RH, avoir la capacité à entendre les signaux faibles. Et puis, on a énormément à apprendre de ces personnes qui partagent peu, qui disent peu par réserve, par humilité, mais qui font. Moi, la notion de faiseur, elle m'intéresse plus que le mot anonyme. Oui, j'entends, je reçois aussi. Et tout ça, c'est passionnant. Écoutez, bravo. Je pense qu'il y a beaucoup là-dedans, moi, il y a beaucoup de choses qui me font réfléchir. Ce que j'ai envie de retenir, il y a plein de choses que j'ai envie de retenir, mais il y a une chose là sur laquelle je m'arrêtais, c'est vraiment ce rôle, et ça revient sur ce que vous avez vu au départ, et c'est que l'entreprise, donc c'est pas le travail, c'est pas le travail qui me permet de me réaliser, mais c'est que l'entreprise peut me permettre de m'épanouir en fait. Donc je dissocie du travail parce qu'on peut avoir un travail absolument ingrat, mais à côté de ça, l'entreprise peut me proposer effectivement de contribuer à une association, et je garde ce travail ingrat parce que, en tout cas qui à mes yeux est ingrat parce que j'ai besoin d'apporter à manger à ma famille, mais petit à petit je vais pouvoir peut-être pivoter parce que vous m'offrez l'opportunité de me découvrir ailleurs. Et je trouve qu'on a beaucoup besoin de ça, puisque l'évolution de notre société nécessite l'évolution des individus, et que l'entreprise, si elle me permet d'évoluer, ça me paraît assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui subissent cette dépendance économique que vous évoquez. J'ai besoin de nourrir ma famille. Et sans aucun jugement de valeur, cette dépendance économique, elle est réelle, elle est factuelle. Bien sûr, oui. Dans la société dans laquelle elle évolue. Et elle le restera. Nous ne devrions pas juger quelqu'un qui a un travail alimentaire. Et la relation contractuelle est aussi une relation asymétrique. Si l'entreprise se dit, ça c'est un fait, mais qu'elle donne la possibilité à chacune et à chacun de pouvoir être dans la sociabilisation, au-delà de cette dépendance économique, c'est déjà quelque chose qui devrait permettre de se développer. Complètement. Et peut-être du coup d'aller sur un futur travail qui ne sera plus dans la dépendance. Absolument. Et ça réinterroge les notions de lieu de travail. Passer du confinement à je retourne au bureau, ou je retourne à l'usine, ou je retourne dans mon commerce, dans mon hôtel, je retourne dans ma voiture, je retourne dans mon camion. Ce lieu de travail, il est à repenser. C'est-à-dire ? Il est à repenser parce que il ne faudrait pas que ça devienne un deuxième lieu de confinement et un deuxième temps de confinement. Mmh. C'est très juste. Cette fois, c'est un autre mot qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui a énormément d'importance pour les relations sociales et en termes de sciences humaines, c'est l'émotion. C'est qu'on doit essayer de réfléchir à des lieux de travail qui vont permettre d'accueillir les émotions ou de laisser des émotions s'exprimer. Alors je sais qu'en France, il y a beaucoup de pudeur sur la place de l'émotion dans l'entreprise, qu'il n'est pas toujours très bon de montrer ses faiblesses ou d'être trop poli, etc. Il y a une culture un peu napoléonienne du je suis désagréable, c'est très vertical et c'est très autoritaire. Je pense qu'on rentre dans une ère où les émotions de l'importance. Je vais à nouveau citer Greta. Quand elle s'adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies avec un ton très affirmé mais en même temps avec des larmes plein les yeux, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu de conviction. Et je trouve l'exemplarité absolue. Ou quand Nelson Mandela sort de quasi 3 décennies d'enfermement, dans son discours d'investiture pour la présidence, il explique qu'il va pas diriger son pays en étant devant, mais en marchant derrière son peuple. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'intelligence. Et ça, c'est lié aux émotions. Lié aux émotions que cette jeune femme et que cet homme ont vécu avec des espaces-temps différents, mais qu'ils ont souhaité partager avec les autres. Et partager ces émotions, c'est indispensable. Je suis d'accord et je pense que c'est un sujet en soi. Partager ses émotions, partager ses passions, partager ses convictions aussi, puisqu'on a le droit d'avoir des convictions et l'entreprise peut nous aider à les faire avancer. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Claude. Merci à vous. Et puis sûrement à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode.
Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon. Et au micro, Delphine Zanelli.